Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info, la télé, effectivement sur le canal 27 et Le Monde. Notre invité cette semaine est le député Les Républicains de Paris, ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la droite et du centre. Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interroger, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Arnaud Leparmentier du Monde. Bonjour. Et Karine Bécart de France Inter. Bonjour. François Fillon, vous savez que la primaire, ce n'est pas comme les 24 heures du Mans. Il ne suffit pas de finir, il faut gagner. Ça ressemble beaucoup aux 24 heures du Mans. Ça ressemble beaucoup aux 24 heures du Mans parce qu'il faut... c'est une longue course et il faut arriver avec tous les moyens au bon moment. Voilà. Depuis des mois et des mois, j'explique à des journalistes qui ne veulent pas l'écouter que la primaire commencerait avec le premier débat et au moment où, grosso modo, les Français rentreraient dans... en tout cas ceux qui vont aller voter, dans la matérialisation de cette élection, eh bien on y est et on est en train de voir que la hiérarchie des candidats est en train de bouger. Oui, ça frémit un petit peu pour vous en ce Karine moment, Bécart. mais ça fait 3 ans déjà que vous êtes candidat, on a l'impression qu'il vous a manqué quelque chose. Mais non, mais ça veut dire quoi? Il y a 3 ans, aucun Français n'était concerné par la primaire. Sauf que vous êtes annoncé comme Parce candidat que à vous l'élection vous présidentielle. basez Vous étiez depuis au le Japon. début sur des sondages dont je vous explique qu'ils ne valent rien. Voilà. Alors on verra bien le 20 novembre au soir si c'est moi qui avais raison ou si c'est vous. Mais je pense que ces sondages valent pas grand-chose. Pourquoi ils valent pas grand-chose? Parce que personne ne sait quel est le corps électoral de la primaire. Voilà. Et c'est plus compliqué de mesurer le corps électoral de la primaire de la droite et du centre que celui de la gauche, pour des raisons qui tiennent à ce qu'est la droite et le centre, au comportement des électeurs de la droite et du centre. Donc moi, ma conviction depuis le début, Parce que vous allez gagner au dernier moment. c'est que je serai au second tour, parce que je le sens par rapport à des capteurs de terrain Vous arrivez en tête qui sont... J'ai pas dit ça, j'ai dit arriver au second tour. Vous étiez Ce qui quatrième, sera vous êtes déjà troisième une dans les sacrée sondages. surprise par rapport à tous les commentaires clair. que vous faites depuis des mois, et par rapport à une propension quand même qu'a le système médiatique à exclure les candidats qui sont pas les deux premiers des sondages. Du sondage. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de une avec Juppé-Sarkozy, on voit beaucoup de commentaires qui ont tendance à faire que les choses sont déjà jouées. Bah, moi, c'est pas ce que je change. C'est pas ce que je sens, par exemple, dans la fréquentation des meetings. C'est pas un élément. Valérie Pécresse qui était avec vous, qui est Oui, mais partie. enfin, en même temps, j'ai Parmentier. plus d'élus que M. Juppé, Oui, mais pourquoi beaucoup plus d'élus. Pourquoi elle est partie, Elle à vous votre avis soutient, Il faudrait Valérie poser la Pécresse, question, jusqu'ici, mais la peut-être qu'elle est présidente de la partie région parce Île-de-France. qu'elle sent justement que les sondages sont... Qu'elles sont meilleures pour vous, donc elle s'en va. Voilà, je pense que c'est assez clair. Elle reviendra, C'est donc. assez clair, tout le monde l'a compris. Valérie Pécresse a tenu des propos extrêmement sévères sur Alain Juppé pendant des mois et des mois. Bon, aujourd'hui, elle va le rejoindre. Très bien. Mais moi, Mais c'est pas la première quand même qui s'en va Attendez, aussi. Karine. mais le socle de parlementaires qui me soutient est de loin le plus important, juste derrière celui de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et il n'a pas beaucoup bougé. Il y a plus de 80 parlementaires qui me soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les meetings et je leur dis à chaque fois, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous gâchez votre soirée à venir soutenir un candidat qui n'a aucune chance? Voilà, quand il y a 1200 personnes qui viennent à Saint-Brieuc, dans le fond de la Bretagne. Vous avez évoqué les livres tout à l'heure. C'est juste un indicateur comme les autres. Mais enfin, les livres d'Alain Juppé se vendent pas. Donc vous voyez Voilà. plus avec Nicolas Hier Sarkozy soir, et vous au deuxième tour, hier, le plus fragile hier, des deux. nous avons battu tous les records D'accord. de fréquentation à Neuilly. Neuilly. On a écrasé En terre hostile. la dernière dédicace d'un homme politique, était celle de Charles Pasqua. Bon, voilà, je dis pas que ce sont des indicateurs suffisants, mais en tout cas, moi, il me semble qu'il y a les réseaux sociaux, le niveau de, comment dirais-je, d'intérêt des réseaux sociaux. Tout ça me fait penser que... Alors vous pensez que il y aura une je parlais du Nathalie. deuxième tour, vous avez dit que vous étiez plus rassembleur que Nicolas Sarkozy, ça c'est pas extrêmement difficile, et plus réformateur qu'Alain Juppé. Oui. Vous considérez que le plus fragile des deux c'est quoi? C'est en gros, vous pensez que vous avez retrouvé avec qui en face de vous au deuxième Je tour? ne sais pas. Je ne sais pas. Je considère que les deux programmes, celui de Nicolas Sarkozy et celui d'Alain Juppé, sont absolument pas en mesure de redresser le pays. C'est ça ma motivation. Si le programme de Nicolas Sarkozy, c'est un programme de retour en arrière. En gros, on va refaire ce qu'on avait fait en 2007, on va essayer de le faire un peu mieux. Et le programme d'Alain Juppé, c'est un programme d'une extrême prudence, et avec, on l'a vu d'ailleurs dans les dernières semaines, beaucoup d'arrangements politiques au fond. Donc pour rassembler... Des accommodements raisonnables dans tous les domaines, il faut essayer c'est ça d'avoir un peu tout le monde avec soi, il faut avoir le centre, il faut faire des accords, il faut commencer à penser à des accords électoraux qui ont des conséquences sur le programme. Donc je comprends ça parfaitement.
Franchement, c'est des règles classiques de la politique. Mais ma conviction, c'est qu'avec ça, on redresse pas le pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Alain Juppé est élu président de la République, eh ben, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ça sera une immense déception parce que la situation économique ne se redressera pas. Et dans ces conditions-là, le pays continuera à s'enfoncer dans ce que j'appelle moi une forme de décadence, qui se traduit en particulier par l'émergence de l'extrême droite. Le centre, d'ailleurs, François Bayrou, c'est un nom qui vous est allergique désormais? Non, pas du tout. Je connais François Bayrou depuis très longtemps. Je lui parle, mais ce qui m'agace, c'est que on passe. Il y a 3 débats pour la primaire. Ça concerne la vie des Français et on passe 1 heure à parler de François Ça, Bayrou. c'est Nicolas Sarkozy, quand même. Parce que si vous voulez, oui, mais bien sûr. Ma question était très simple. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous parlez des débats. Est-ce que vous êtes satisfait finalement du climat de la campagne, en sachant que dans les 2 derniers jours, il y a eu une journée sur Nicolas Sarkozy qui fait de l'esprit sur le réchauffement climatique et la jungle à Calais, et deuxièmement sur des histoires Bayrou qui durent depuis 15 jours. Est-ce que vous trouvez que c'est au niveau et que c'est pas simplement les journalistes qui sont responsables? J'ai pas dit que c'était les journalistes qui étaient responsables. Il faut jamais dire ça. Non, je dis simplement, bon, le climat de la primaire est correct. Je veux dire, beaucoup annonçaient, je pourrais reprendre des titres de journaux il y a quelques semaines en expliquant que ça allait être fratricide. C'est pas le cas. Je trouve que la primaire est digne, elle est correcte. J'espère que ça va continuer et que son organisation en particulier va permettre que les choses se passent bien. Maintenant, voilà, c'est pas vous qui réussissez à imposer les thématiques. Pourquoi c'est toujours les thématiques de Nicolas Sarkozy finalement sur lesquelles vous avez totalement tort. C'est moi qui ai imposé le programme économique. Voilà, tout le monde tourne autour finalement de cette idée qu'il faut libérer. Du fillon plus, fillon moins. Voilà. On va y venir. Mais qu'est-ce qu'on retient en ce moment? C'est l'identité, les Gaulois, les référendums. Non, c'est vous qui retenez ça. C'est vous, c'est pas les Français. Les Français. Moi, il y a personne me pose de questions sur l'identité. Personne me pose de questions sur les Gaulois. Je pense que ça, c'est un espèce de bruit très superficiel. Mais dans la campagne, les gens, ils traitent des sujets, c'est-à-dire grosso modo de 2 gros sujets qui sont est-ce que mes enfants vont trouver du travail et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'insécurité. C'est ça les sujets des Français. C'est pas les Gaulois. Je crois d'ailleurs on a d'ailleurs bien vu que le Gaulois de Nicolas Sarkozy, ça fait un flop. Ça fait un flop, comme les 2 référendums, ça a fait un flop. Auprès de l'électorat, là, vous voulez dire ça? Auprès du, oui, enfin même finalement dans le débat politique, ça dure 48 heures, puis ça disparaît. Alors, dans 2 jours, on aura un nouveau nom pour la Maison Blanche. Clinton ou Trump. Arnaud Le Parmentier voulait vous poser une question à ce sujet. Est-ce que ça va être compatible avec vous si c'est Clinton? C'est ça, Arnaud? Si c'est Hillary Clinton qui est très hostile aux Russes, parce qu'elle les trouve personnellement machos, brutaux, pas fiables, comment allez-vous gérer, si vous êtes élu président de la République, la relation avec les États-Unis face aux Russes? François Fillon. D'abord, le président de la République française, il gère la relation avec les États-Unis, quel que soit celui qui les dirige. Vous préférez Trump ou Clinton? Non, pas du tout. Non, mais c'est une question. Mais dites-nous, c'est la question. Non, moi, j'ai toujours dit qu'un quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République française ne devrait pas exprimer de choix par rapport à l'élection américaine. C'est pas nous, on n'aime pas trop que les Américains se mêlent de la vie politique intérieure française. Donc vous pourriez vous accommoder de Donald Trump? Je m'accommoderais du président que les Américains choisiront. Et je crois d'ailleurs que la politique étrangère, que ce soit celle de Trump ou que ce soit celle d'Hillary Clinton, sera sans doute assez différente des déclarations guerrières de l'un et du positionnement de l'autre. Mais d'une manière générale, je trouve que cette élection américaine est inquiétante, que le niveau du débat est très faible, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un pays qui pourtant a des ressources intellectuelles fantastiques. Et ma crainte, c'est que les États-Unis continuent de mener une politique étrangère qui est dangereuse pour le monde et qui est dangereuse pour l'Europe. Voilà. Vous êtes de quel côté? Parce que pendant des années, on a critiqué George Bush qui voulait imposer la démocratie en Irak et partout dans le monde. Et puis après, on a le retrait d'Obama. Alors, quand c'est Bush, vous n'êtes pas content, et quand c'est le retrait d'Obama, vous n'êtes pas content non plus? D'abord, j'ai moins de critiques à l'égard de la politique d'Obama que celle de Bush. Je pense que Obama, il a voulu montrer la différence avec Bush en se retirant beaucoup, en étant en intervenant moins ou en intervenant de façon plus clandestine ou plus discrète. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ligne politique Obama. Il n'y a pas vraiment de
mais je pense qu'il a fait moins de bêtises que Bush. Voilà, il y a moins de dégâts en politique étrangère de la politique d'Obama que la politique de Bush. La politique de Bush, c'est quand même le désastre irakien qui donne naissance à l'État islamique et qui est aujourd'hui un des éléments principaux, une des causes principales Donc il a eu du raison désordre. de ne pas intervenir en Syrie. Est-ce que vous êtes sûr qu'en 2013, il ne fallait pas bombarder Bien sûr, la Syrie? en 2013, il fallait que M. Obama, c'est le reproche que je lui fais, convoque un sommet avec M. Poutine, avec M. Hollande, avec Mme Merkel, avec M. Erdogan, et trouve une solution politique à la crise syrienne. Je pense qu'en 2012, c'était encore possible. Et donc, du coup, je repose la question à laquelle vous n'avez pas encore tout à fait répondu. C'est voter Hillary Clinton, c'est voter pour le retour d'une guerre froide? Non, je crois que Hillary Clinton... D'abord, aux États-Unis, la politique étrangère, elle est largement partagée avec le Congrès. Donc, on n'est pas dans la situation, elle n'a pas les mains libres. Et puis, elle est pragmatique, elle sera bien obligée de tenir compte. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que si je suis président de la République, je défendrai Votre ami Poutine. Une position... Non, c'est pas une question d'amitié, j'ai aucune relation personnelle avec Poutine. Je dis simplement que... Vous l'avez vu combien de fois dans votre vie? Beaucoup, quand même. Je l'ai vu, je sais pas, une quinzaine de fois, je pense. Bon, et pas depuis longtemps. Enfin, je l'ai pas vu depuis longtemps. Voilà. Mais la question, c'est la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Par sa superficie. Par sa superficie. C'est un pays dangereux parce que c'est un pays instable. C'est un pays qui a jamais connu la démocratie. Et c'est un l'économie pays des qui est dans une Pays-Bas. situation économique très difficile. Bon, traiter ce pays comme si c'était le Luxembourg ou le Panama, c'est juste une énorme bêtise. Voilà. Et je pense qu'en plus, il y a un axe de gravité de l'économie mondiale qui se déplace vers l'Asie, que c'est pas indispensable de pousser vers l'Asie une Russie qui est profondément européenne. Quel que serait le chef d'État russe, j'aurais la même position. D'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer qu'il n'y a jamais eu de démocrate à la tête de la Russie et que vouloir tout d'un coup faire de Poutine une sorte de monstre aux mains pleines de sang, c'est juste ridicule par rapport à l'histoire de la Russie. Par rapport à l'histoire de la Russie. Comment on parle à un président russe qui bombarde Alep, qui se fiche du reste? D'abord, si on n'avait pas laissé faire, on ne serait pas dans cette situation. Si on avait accepté de discuter, maintenant on avait une Russie qui était quand même assez marginale au Proche-Orient, qui était plutôt affaiblie. On a maintenant une Russie qui joue un rôle central en Syrie. On peut quand même se poser la question de savoir si la politique étrangère qu'on amenait était intelligente ou si elle était stupide. Bon, alors maintenant, il faut essayer de réparer la casse. Pour ça, il faut essayer de parler avec lui, pas en se couchant devant lui, pas en acceptant ses solutions, mais au moins en acceptant de reconnaître que la Russie joue un rôle et qu'il faut la considérer comme un interlocuteur. Puisqu'on est en Syrie, on reste avec les djihadistes français qui vont revenir en France. On en a déjà un petit peu parlé, on a lu ça dans votre programme. Vous dites faire des apatrides, c'est pas un souci? Non, pour des djihadistes. Ça vous empêchera pas de dormir? Non, ça m'empêchera pas de dormir. D'ailleurs, si j'ai bien compris, François Hollande les fait assassiner par les services de renseignement. Donc, faut pas être hypocrite. On parle de quoi? On parle de quelques dizaines de criminels, de gens, parce qu'il y a des gens qui sont partis en Syrie et en Irak. On a vu ces reportages récemment, notamment de jeunes femmes qui sont parties, qui ont été totalement trompées au fond et qui sont rentrées. Donc c'est pas le sujet. Mais nous sommes capables de déterminer quelques dizaines, peut-être quelques centaines de vrais criminels qui sont partis et qui ont tourné leurs armes contre notre pays. Il faut les traiter comme le Front populaire l'avait prévu, c'est-à-dire en leur enlevant la nationalité française. Comment on fait pour les repérer? Voilà, finalement, on les connaît. On les connaît, là, les services de renseignement. Mais quand ils vont revenir? Non, mais il faut pas les laisser revenir. Il faut les éliminer sur place, il faut les assassiner sur place. D'abord, il faut leur faire la guerre. Ils nous font la guerre. Il faut leur faire la guerre. Il faut les tuer. En tout cas, il faut les combattre puisqu'ils nous combattent. Donc, et est-ce que vous pensez que le gouvernement les tue les uns après les autres? Est-ce que vous pensez je pense que le gouvernement, oui, enfin, il y a des forces spéciales. Oui, j'ai pas dit qu'il fallait tuer un millier de personnes. Je dis simplement qu'ils nous font la guerre, on leur fait la guerre. S'ils veulent revenir, moi, ce que je préconise, c'est qu'on prenne. Il s'agit de décisions juridiques, enfin avec un fondement juridique. Il s'agit de décret en Conseil d'État pour retirer la nationalité à quelqu'un qui a tourné les armes contre son pays. Et donc après, il faut une discussion avec la Turquie en particulier. Il faut une discussion avec les pays qui bordent la Syrie pour veiller à ce que ces pays ne les acceptent pas sur leur territoire. Est-ce qu'il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns qui rentrent pour Bécard, et puis ensuite les juger, les entendre? C'est une autre solution, bien sûr, mais simplement, quand j'entends dire qu'on va créer des
des centres de déradicalisation pour des gens qui... Vous n'y croyez pas? Non, je crois pas. Je pense que le centre de déradicalisation, ça peut fonctionner pour des personnes qui sont en France, qui n'ont pas commis l'irréparable, c'est-à-dire qui ne sont pas partis combattre contre la France avec l'État islamique. Ceux-là, je pense qu'ils sont irrécupérables. Si j'ai bien compris, François Fillon, vous prônez pour, si vous êtes président, une refonte du système de renseignement, considérant qu'il faut un renseignement intérieur rattaché au ministère de l'Intérieur, un renseignement extérieur rattaché au ministère de la Défense. Est-ce à dire que vous considérez que ce qui a été fait pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy en modifiant le système de renseignement est une erreur et que cette erreur, on risque de la payer si on ne modifie pas les choses? C'est très symbolique de tout ce qui s'est passé pendant ce quinquennat. C'est-à-dire que ça allait plutôt dans le bon sens, mais ça allait jamais assez loin, quoi. Et après, je vais revenir, il y a une erreur qui a été commise. Mais il y a eu déjà un effort de regroupement des services, mais pas assez. Voilà, parce qu'on n'a pas voulu affronter des chapelles, des vieilles traditions, des guerres entre les polices qui sont bien connues. Du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui. Donc moi, je voudrais qu'on fasse une étape supplémentaire. Le système était encore plus divisé avant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, mais le fait d'avoir cassé les RG, par exemple, ce que disent les élus de terrain en disant on avait au moins des expériences humaines de gens qui avaient des remontées de terrain et c'est ça qui nous manque. C'est un peu une vision idyllique des RG. Bon, l'élu local que j'ai été a connu des RG qui étaient assez loin d'être les experts. Qui jouaient à la belote à Sablé, mais bon, oui, c'est pas ça. Et qui venaient me voir juste avant les élections pour me demander mes pronostics pour pouvoir écrire leur rapport pour le préfet. Non, je veux dire, ça avait besoin d'être rénové, tout ça, mais c'est vrai qu'on est allé trop loin. On aurait dû substituer à un vieux système qui fonctionnait mal, un système de renseignement de terrain plus important. Mais surtout, l'erreur qui a été commise, à mon sens, c'est d'avoir créé un coordonnateur des services de renseignement placés auprès du président de la République. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur à la fois parce que un coordonnateur, ça coordonne rien du tout. Ça montre au contraire qu'il y a une division du système. Et deuxièmement, je pense qu'il faut que le président de la République reste à sa place. Il est le chef des armées. Il a le droit, évidemment, à avoir toute cette information. Mais il n'a pas de responsabilité devant le Parlement. Et à partir du moment où il n'a pas de responsabilité devant le Parlement, il ne doit pas gérer directement des services de l'État. C'est le rôle du gouvernement et c'est le rôle du Premier ministre. Sous Nicolas Sarkozy, quand il y avait l'opération en Éthiopie ou Somalie, les pirates, c'est lui-même qui donnait son ordre ou pas. Faut-il éliminer les pirates qui sont partis en Chine? En présence d'ailleurs de l'ensemble des interlocuteurs, dont le Premier ministre. Ce sont des crises qui ont été gérées de façon totalement collective. Vous êtes opérationnel donc? Bien sûr, mais je ne dis pas du tout que le président de la République n'est pas le chef des armées, c'est bien à lui de décider. Mais la gestion quotidienne des services, parce qu'à partir du moment où vous faites remonter à l'Élysée la gestion des services, le fonctionnement quotidien des services, vous faites remonter une tâche administrative dans un endroit qui n'en a pas les moyens et qui n'est pas responsable devant le Parlement, donc je pense que c'est une erreur. François Fillon, parlons un peu d'économie avant d'accueillir le prochain rendez-vous avec nos confrères du Monde. Arnaud Le Parmentier, vous vouliez parler du programme dont on dit qu'il est le plus libéral de tous les candidats de la primaire de la droite et du centre. Vous avez dit que la France était un État en faillite, et là je vois votre programme. Pour 2017, vous proposez un déficit de 4,7% du PIB, en 2018 4,5%, en 2019 3,5%. Donc François Fillon, c'est comme les autres, du déficit jusqu'à la fin des temps? Arnaud Le Parmentier est un expert qui ne peut pas dire des choses comme ça sans un sens aigu de la provocation. Le déficit de 2017, c'est pas le mien. Ah, mais il est prévu à 2,7. Mais pourquoi ? Parce que c'est le budget voté par les socialistes. Il est prévu à 2,7, vous dites ? Mais j'y crois pas un seul instant. Il y a 20 milliards déjà de dépenses en 2017 qui ne sont pas budgétées et qui sont engagées par le gouvernement. Donc le chiffre que je cite, moi, il est approximatif. J'ai pas tous les moyens, aujourd'hui n'étant pas au pouvoir, de le calculer. Mais grosso modo, je pense que le déficit de 2017 sera entre 4 et 4,5. Le déficit dû à la gauche. Bon, alors il y a deux solutions. À partir de là, en arrivant, on décide de baisser toutes les dépenses de façon violente ou d'augmenter les impôts pour être à 3%, et on est sûr du résultat, l'économie française s'arrête, et en plus il est impossible de mettre en œuvre les réformes que je propose. Donc moi je propose de mettre en œuvre un certain nombre de réformes qui consistent à baisser en particulier les charges des entreprises. C'est pour ça que j'arrive à 4,5. Donc la première chose que vous milliards faites, de baisse de charges pour les entreprises. La première chose que vous faites donc, c'est d'aller à Bruxelles demander un nouveau délai. Oui, mais honnêtement, j'en parle avec les responsables européens, avec le gouvernement allemand. C'est pas leur préoccupation principale. Leur préoccupation principale, c'est de savoir si, pour une fois,
enfin, on va être capable, entre le 1er juillet et le 30 octobre, de faire des réformes. Voilà, c'est ça la question. Si on est capable de faire des réformes, il n'y a pas de difficulté. Si on n'est pas capable, le déficit plus l'absence de réformes, c'est ça la faute qui a été commise depuis des années. Et donc vous proposez de baisser les charges des entreprises à hauteur de 40 milliards. Il me semble quand même que François Hollande a fait la même chose, 40 milliards sur la table en 3 ans. Vous avez vu les entreprises embaucher, vous François Fillon. D'abord, François Hollande n'a pas fait 40 milliards de baisse de charges parce qu'il avait tellement augmenté les impôts et les taxes que le résultat est loin d'être de 40 milliards. Ensuite, il l'a fait d'une manière qui a été homéopathique, par étapes, il n'y a pas de choc. Il ne l'a pas fait en essayant réellement de simplifier la vie des entreprises. Donc, et c'est cette analyse-là qui me conduit à dire aujourd'hui que moi, je suis pas converti au libéralisme, c'est pas ça la question. Je dis simplement que on est à 57% de prélèvements obligatoires dans notre pays. La question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on sort de cette situation où l'économie étouffe par une forme de choc. Donc oui, les 40 milliards de baisse de charges, plus la simplification du droit du travail, plus la réforme de l'enseignement professionnel, c'est l'addition de ces mesures qui, de mon sens, est capable de provoquer le redressement national. Les auditeurs auront sûrement des questions à vous poser après le journal à 13h15 tout à l'heure. Pour l'instant, 12h51. Questions politiques sur France Inter. Toutes les semaines, la parole à un reporter de la rédaction de France Inter ou, comme aujourd'hui, du Monde. Bonjour Adrien Pécou. Bonjour. Vous vous installez avec nous, vous revenez de Carnoux, en Provence. C'est entre Aubagne et Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, un peu moins de 7000 habitants, qui votent majoritairement à droite. Une commune où, finalement, la ligne entre Républicains et Front National s'estompe, c'est cela, Adrien ? Pour le moins. François Fillon, je ne me suis pas senti le courage d'aller déranger Jeanne, Denise, Amélie ou Joséphine. Elles, ce sont les 4 cloches de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. 4 cloches rapportées d'Algérie et installées à Carnoux en Provence. Ou Carnoux, selon certains de ses habitants. Une page d'histoire. 50 ans seulement, la plus jeune commune des Bouches-du-Rhône, celle des rapatriés du Maroc et des Pieds Noirs d'Algérie. Mais Carnoux et sa mairie d'hiver droite, c'est aussi autre chose. Une ville test, pour parler comme les sondeurs. Une ville symbole où les électeurs du Front National et ceux de votre parti, les Républicains, résonnent souvent d'un même écho. Surtout lorsqu'il s'agit de parler des migrants. Les migrants, la France en accueille à l'appel, selon Patrick, un ancien militaire. Trop, beaucoup trop en tout cas, pour ce membre de votre parti, encarté et fier de l'être. Je vais le citer. Avant, si je rencontrais des gens qui allaient voter Front National, je montais sur mes grands chevaux. Maintenant, quand je vois ce qu'il se passe, j'arrive à les comprendre. Honoré, lui, veut franchir le pas. Croisé un jour de marché, cet employé à la régie des transports de Marseille s'apprête pour la première fois à voter Marine Le Pen. Pour nos enfants et nos petits-enfants, je cite, « parce qu'il faut du changement ». Cette frontière de plus en plus ténue entre les témoignages des uns et des autres, on peut aussi l'observer à l'échelle nationale. Posez votre question, Adrien. D'où la question qui est la mienne, François Fillon. Jusqu'où un homme politique de droite, ce qui me semble être votre cas, peut-il aller pour récupérer les électeurs du Front National ? François Fillon vous répond. Il faudrait peut-être poser la question d'une manière différente. Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de Français qui votent pour le Front National ? Pourquoi est-ce que on commence à imaginer que Marine Le Pen pourrait un jour gagner l'élection présidentielle ? Parce que les politiques qu'on a conduites ont échoué. Voilà. Donc moi je propose de conduire des politiques plus radicales, plus énergiques, avec certainement des difficultés à les faire accepter par un certain nombre de nos concitoyens, parce qu'on a une longue tradition au fond d'immobilisme, de conservatisme. Mais c'est la réussite qui permettra de faire reculer le Front National. Entre 2007 et 2012, pardonnez-moi, Nicolas Sarkozy dit tout le temps ça en disant moi en 2007 le Front National était très bas, certes il était très bas en 2007, mais en 2012 il a explosé. Parce qu'il y a eu un Qu'est-ce que vous avez raté qui fait que le Front National a explosé ? Parce qu'en 2007, Nicolas Sarkozy a fait une campagne, et je l'ai fait avec lui, qui était une campagne basée sur l'idée de rupture, et qu'au fond cette rupture n'a pas eu lieu. Alors elle n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons, elle n'a pas eu lieu d'abord parce que quand on regarde le programme qu'on a défendu en 2007, c'était pas un programme de rupture en réalité. C'était un programme qui était fait pour gagner le premier tour de l'élection présidentielle. Donc il y avait beaucoup de concessions par rapport à nos propres convictions. Hein. On n'a jamais promis de supprimer les 35 heures en 2007. On n'a jamais promis de réformer la fiscalité de l'investissement qui est devenue tellement ridicule. C'est pas là-dessus que le Front National a explosé. Non, mais ça veut dire oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de résultat.
Le Front National, il explose pas que sur la question des migrants. Il explose parce que les Français ont le sentiment dans leur vie quotidienne que ça se dégrade, que leurs conditions de vie se dégradent, et qu'au fond, rien ne fonctionne et que les promesses qu'on leur fait n'aboutissent pas. Vous savez, penser que le chômage et que la baisse du pouvoir d'achat, que les difficultés que rencontrent beaucoup de Français dans leur vie quotidienne, ça n'a pas de conséquences sur le vote du Front National, c'est juste une erreur. Un agriculteur qui bosse 80 heures par semaine et qui, à la fin du mois, n'a pas de salaire, mais il y a un moment où il finit par péter les plombs et aller voter pour le Front National. Adrien Pécou avait une autre question pour vous, François Fillon. François Fillon, comment vous expliquez justement le sentiment que la droite, telle que vous l'incarnez, s'adresse plus, ou en tout cas songe à davantage s'adresser à l'extrême droite qu'au centre? Mais je sais pas où vous avez vu ça. Moi, j'ai un programme qui s'adresse à tous les Français. Voilà, c'est pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de centristes qui me soutiennent. Mais par exemple, le fait de proposer d'enseigner aux écoliers l'histoire de la France sous forme d'un récit national, est-ce que ce n'est pas l'écho justement de cette droitisation de la société? Ça montre à quel point. Il y a du travail à faire de pédagogie, y compris à l'égard des commentateurs. Qu'est-ce que je demande? Je demande qu'on enseigne l'histoire de France. Voilà. J'en ai assez que ce soit des idéologues qui, dans le fond d'un bureau à l'inspection générale, bâtissent des programmes. On me dit que c'est de la politique, mais c'est eux qui font de la politique. C'est eux qui font de la politique toute la journée en choisissant les angles de présentation de l'histoire de France. Moi, je veux pas que ça soit des hommes politiques qui préparent les programmes d'histoire, certainement pas. Je voudrais que ça soit des grands historiens, des académiciens, et qu'on ait une histoire de France qui soit complète, qui soit pas vue par un bout de la lorgnette, qui soit pas destinée à baisser en permanence la France comme un pays. Il y a un discours de repentance dans Il y a un discours de repentance, il y a des choix de priorité. Ouais, je peux pas le faire ici parce que j'ai pas le temps, mais je pourrais vous lire toute une série de circulaires qui sont sur mon bureau, qui montrent, qui sont envoyés aux professeurs d'histoire pour leur dire dans quel angle, dans quel champ ils doivent focaliser l'enseignement de l'histoire. Je pense que dans un pays qui aujourd'hui a une partie de sa jeunesse qui déteste son pays, qui le manifeste, il faut quand même essayer de réagir. Et une des façons de réagir, c'est quand même de concevoir des programmes d'histoire qui soient pas. Il s'agit pas. J'ai entendu Nicolas Sarkozy parler de roman. Moi, je parle pas de roman. Je parle du récit. C'est quoi le récit? C'est les faits, les événements, les hommes qui ont constitué l'histoire de notre pays. Donc c'est Clovis, Charles Martel, Azincourt. Bien sûr. L'histoire commence pas en 1789 et commence pas, comme l'avait dit Jack Lang en 80. Voilà, il y a un effort à faire pour essayer de faire comprendre aux jeunes Français, et en particulier à l'école primaire, voilà, qui sont les héritiers d'un grand pays. Avec chez Nicolas Sarkozy, c'était allé trop loin. C'était allé trop loin. Quand Nicolas Sarkozy voulait l'histoire. Ça va toujours trop loin. Il nous reste une minute, une dernière question de Karine Bécard. Juste, du coup, je reviens vraiment moi sur l'électorat Front National. Quel est votre positionnement aujourd'hui? Je rappelle qu'en septembre 2013, vous aviez dit entre un maire FN et un maire PS, il faut choisir le moins sectaire. Vous êtes encore sur ça ou pas par rapport à l'électorat Front National? On va pas revenir sur cet épisode où j'ai été extrêmement mal compris, mais monsieur le c'est moi qui ai posé la question à l'époque. était présent. J'ai jamais voté pour le Front National. J'ai toujours combattu le Front National. Je continuerai toute ma vie à combattre le Front National parce que c'est pas Nini. Si vous avez dit ni François Hollande ni Marine Le Pen. Non, j'ai dit qu'en l'occurrence, François Hollande ne sera pas candidat au second tour de l'élection présidentielle. Donc arrêtez de nous bassiner en nous demandant qui sera. On bassine François Fillon. Merci Karine Bécard. On va en rester là. On va se retrouver après l'édition de 13h avec les questions des auditeurs à François Fillon au 01 45 24 7000. Questions à François Fillon, le standard d'Inter au 01 45 24 7000, le site franceinter.fr et sur Twitter avec le mot-clé question Paul, question au pluriel. Première question de Fabien de Brest. Bonjour Fabien, soyez le bienvenu. Bonjour, Monsieur Fillon, vous avez été Premier ministre au cours du quinquennat de Monsieur Sarkozy et vous avez supprimé 144 000 postes de fonctionnaires essentiellement d'État. Vous promettez là-dedans supprimer 150 000 d'État et 150 000 dans les collectivités territoriales. Or, par ailleurs, on entend quand même, y compris dans vos rangs politiques, qu'il faudrait plus de policiers, plus de gendarmes, plus de magistrats, parfois plus d'enseignants,
plus de personnel dans les hôpitaux, plus de personnel pour assurer les services publics dans les collectivités territoriales. Donc est-ce que vous pouvez être plus clair et surtout est-ce que vous pouvez reconnaître que ça fait quand même du mal aux services publics et à la République de supprimer autant de postes dans la fonction publique d'État ou territoriale? Merci Fabien. Merci. François Fillon vous répond. Ce qui fait du mal à la République et aux services publics, c'est la dette. C'est 2200 milliards de dettes qu'il va bien falloir un jour rembourser. Voilà. Et si les Français pensent qu'on pourra éternellement vivre à crédit, ils se trompent. Il y a un jour où on va devoir affronter la réalité de la situation financière. On a déjà eu une alerte très sérieuse en 2008, 2009, 2010 avec la crise des dettes souveraines. Ma conviction, c'est que ça va recommencer parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Voilà. Alors on coupe les postes de fonctionnaires. Donc, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, il faudra réduire la dépense publique. Il y a deux façons de le faire. Dans l'urgence, comme les Grecs, comme les Espagnols, comme les Italiens, comme les Portugais, sous la pression extérieure, ou d'une façon maîtrisée, démocratique, à partir d'un projet. Dans l'éducation nationale ? Partout. Moi, je propose et c'est pour ça d'ailleurs que mon programme est le seul qui soit en réalité réaliste. Je propose de baisser le nombre d'emplois publics en compensant cette baisse par une augmentation du temps de travail. Et c'est ça la réponse à votre interlocuteur. Si on repassait à 39 heures aujourd'hui, faisons une hypothèse. Le passage de 35 à 39 heures, c'est l'équivalent de 500 000 emplois dans l'ensemble des 3 fonctions publiques. Sans hausse de salaire. En fait, alors après, je ne dis pas qu'il ne faudra pas des hausses de salaire. Mon chiffre est d'ailleurs pas totalement exact parce que dans beaucoup de collectivités locales, on travaille 32 heures. Donc en fait, c'est plus que 500 000 emplois équivalent emploi. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut repasser à 39 heures. Il faut une négociation salariale pour que ceux qui vont repasser à 39 heures puissent avoir des perspectives salariales meilleures. Il faut une négociation sur les perspectives de carrière. Et puis, il faut alléger les statuts là où ça n'est pas nécessaire d'avoir des statuts. Cette idée selon laquelle la seule réponse au problème du pays, ça serait de la dépense publique supplémentaire et des emplois publics supplémentaires, elle aboutit justement aux difficultés dans lesquelles nous sommes. Est-ce qu'il ne faut pas plus de policiers malgré tout en ce moment ? Non, je pense qu'il faut peut-être ici ou là des effectifs qui soient mieux répartis, mais j'ai donné déjà des chiffres. Il y a 20 000 policiers qui font des tâches administratives, qui ne vont jamais effectuer une tâche de police. Ces 20 000 policiers, il faut les remettre sur le terrain. Il y a 20 000 policiers municipaux qui sont des sous-policiers par rapport à la réglementation, à l'armement, à la possibilité de contrôler les identités, etc. Voilà, donc c'est ça qu'il faut améliorer. Et dans les hôpitaux, par exemple, dans les hôpitaux, c'est compliqué en ce moment. Les infirmiers, les infirmières se plaignent beaucoup. Il n'y a plus suffisamment. Qui ira payer ça ? Est-ce que notre interlocuteur accepte que ses cotisations sociales augmentent, que son salaire diminue, qu'on prélève encore plus ? Si on prend l'exemple de l'éducation nationale, l'Allemagne consacre 5% de son PIB, de sa richesse nationale à l'éducation. Elle a 8% de jeunes au chômage. Nous, on consacre 6% du produit intérieur brut à l'éducation nationale, on a 24% de chômage. Dans l'école. Donc ça veut dire que ça marche pas. L'école commence à 4 ans, en considérant que c'est elle commence à 5 ans. Vous voulez 5 contre 6 aujourd'hui. Voilà. Pardon, 5 contre 6. Vous considérez que c'est là que ça se joue, dans les petites classes, donc on peut imaginer qu'il faudrait qu'ils soient moins nombreux. Bien sûr, mais à l'inverse. Alain Juppé d'ailleurs dit la même chose en disant que ça se passe très tôt et qu'il faudrait concentrer des efforts. Vous pouvez dire aux professeurs qui ont des classes très nombreuses avec des enfants parfois turbulents, et c'est un euphémisme de leur dire vous allez travailler plus, on ne va pas vous augmenter et vous n'allez pas être plus nombreux. D'abord, travailler plus, c'est possible. C'est d'autres pays européens qui ne sont pas des pays où on vit mal, travaillent plus que nous. Moi, je parle pour les enseignants et ceux qui sont confrontés à des choses même sur les essentielles, enseignants. Mais moi, je vais vous proposer des solutions pour mettre plus d'enseignants sur l'école primaire. On peut aussi baisser les horaires de cours du lycée qui sont complètement moins d'options aussi. Il y a le lycée français est celui qui a le plus d'heures de cours. Voilà, il y a des élèves de seconde qui travaillent plus que leurs parents, puisqu'ils ont plus que 35 heures de cours. Donc on peut aussi baisser un peu... Si on veut qu'ils acquièrent les fondamentaux, c'est peut-être pas à ce moment-là. Mais est-ce que les Allemands n'acquièrent pas les fondamentaux ? Est-ce que les Anglais n'acquièrent pas les fondamentaux ? Hier, j'ai vu que l'université d'Oxford est maintenant la première université du monde. Voilà. Et nous, on continue à reculer dans les classements parce qu'on est obsédé par le nombre d'enseignants, par nos règles soi-disant républicaines en termes d'égalité, qui au contraire produisent de l'inégalité. Dans le dernier classement PISA, il y a une phrase qui est très dure pour la France
France, puisque on est 25e sur 65, et le classement dit le système éducatif français, c'est un système qui est incapable de corriger les inégalités sociales. Voilà, ça c'est la réalité. Alors on peut continuer à avoir des hommes et des femmes qui nous disent, notamment dans les syndicats, on ne changera rien, notre système est le meilleur, on fera grève contre toutes les modifications. Moi je dis que c'est un crime contre la jeunesse, cette attitude. Je reviens quand même sur les hôpitaux. Vous disiez à l'instant, il n'y a plus d'argent pour finalement payer... Enfin, il n'y a plus d'argent parce qu'on en dépense énormément. Mais pour payer des infirmiers, des infirmières, etc. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce sera au détriment de notre santé? Est-ce qu'on sera moins bien soigné dans les années qui viennent? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? D'abord parce qu'on a un système qui est beaucoup trop bureaucratisé. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui gèrent la santé, il y a de moins en moins de gens qui soignent les malades. Donc moi, je voudrais qu'il y ait un peu moins d'agences régionales de santé. C'est moi qui les ai créées, donc vous voyez, je fais mon autocritique. Qu'il y ait un peu moins de normes, de directives, de réglementations. Qu'on ne veuille pas tout concentrer sur des immenses hôpitaux avec toutes les conséquences en termes d'organisation. On a besoin de redonner des responsabilités aux médecins de terrain, aux médecins libéraux. On a besoin de recréer des dispensaires. On a besoin de recréer des maisons médicales. On a besoin de recréer... on a besoin de développer les soins ambulatoires qui permettent de dépenser beaucoup moins d'argent. Et tout ça, ce sont des expériences, en plus, qui existent dans le monde. C'est-à-dire qu'on part pas de rien. On peut se référer à ce qui existe autour de nous. Et c'est une question d'organisation. Voilà. On est le pays qui dépense le plus d'argent public, et à chaque fois qu'on veut baisser la dépense, on a la question légitime qui vient de m'être posée. Comment est-ce qu'on peut baisser le nombre d'emplois? Alors vous dites qu'on va augmenter... Arnaud Le Parmentier, puis une question d'auditeur. C'est d'augmenter de 2 points la TVA. Donc en fait, François Fillon, c'est d'abord moins de pouvoir d'achat? Non, parce que quand vous baissez les charges salariales, vous augmentez le pouvoir d'achat. Donc moi, je baisse les charges salariales. Hein, je fais sur 10 milliards de baisse de charges salariales. Donc ça, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire. Et c'est du pouvoir d'achat plutôt pour les classes moyennes, contrairement à la solution que propose Nicolas Sarkozy, qui consiste à baisser l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vu dans tous les pays qui ont pratiqué ce qu'on appelle la TVA sociale, au fond, qu'une augmentation, surtout en ce moment où l'inflation est très basse, une augmentation de 2 points de TVA, elle sera pour une très large part absorbée par l'efficacité du système de distribution et des producteurs. On a une question de Caroline qui nous appelle de Corse. Bonjour Caroline, soyez vous aussi la bienvenue sur le plateau de questions politiques. Oui, bonjour messieurs. Voilà, je suis mère de 3 enfants et professeure agrégée d'anglais. En 2003, j'ai subi de plein fouet la réforme des retraites de M. Fillon, qui a ciblé quelques milliers de femmes fonctionnaires dont les enfants étaient nés 2 ans avant de rentrer dans la fonction publique, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Donc, à cause de ça, alors que j'ai fait une maîtrise avec 2 enfants, un CAPES et une agrégation, seul mon 3e enfant comptera pour mes annuités. Ce qui fait que je dois travailler jusqu'à 67 ans devant élèves sans avoir une retraite complète. Je voudrais savoir, M. Fillon, jusqu'à quel âge vous estimerez que je puis travailler devant élèves alors que vous projetez, ainsi que tous vos amis de droite, de prolonger le temps de travail? Voilà, merci de me répondre, monsieur. François Fillon. Là aussi, c'est simple. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la France soit le seul grand pays en Europe où on part à la retraite avant 65 ans? On n'a pas des différences génétiques avec nos voisins. On a tous connu la même évolution de l'augmentation de la durée de la vie qui oblige à partir en retraite plus tard. Je rappelle d'ailleurs qu'avant 1980, on partait à la retraite à 65 ans. Et je veux ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une inégalité. S'il y a une inégalité, c'est entre les régimes du public, dont celui que Madame vient d'évoquer, et les régimes du privé. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse converger progressivement tous les régimes de retraite. Je voudrais même qu'on inscrive dans la Constitution de la République française le principe de l'égalité des régimes sociaux, et qu'on fasse converger les régimes de retraite tranquillement, parce que il faut parce que c'est risqué, ça. Non, pas de choc. Pourquoi? Parce que ça paralyse un pays. J'ai géré plusieurs réformes des retraites. Les retraites, c'est une question de, c'est un gros bateau, et les décisions pour le faire tourner, c'est long et compliqué. Voilà. Donc il faut pas bouleverser les systèmes.
problème. Puis les gens ont bâti souvent leur carrière et et éventuellement les efforts complémentaires qu'ils font pour améliorer leur retraite par rapport à une législation. Donc il ne faut pas bouleverser ça. Est-ce que c'est juste qu'à chaque fois, mais l'idée qu'on ait à terme un seul régime de retraite pour tout le monde, un seul régime général, je pense que ça devrait même d'ailleurs être une revendication de toute la partie très républicaine de nos concitoyens qui justement campent sur des régimes qui sont des régimes dérogatoires. C'est pas gagné. Une question de Nathalie Saint-Cré-Carnot, puis après je vous passe la parole. Une particularité qui est dans votre programme, c'est que vous revenez sur les allocations familiales et la réforme des allocations familiales telle qu'elle a été faite par les socialistes. Est-ce que vous trouvez totalement normal que quel que soit le revenu qu'on ait, on touche des allocations, qu'on soit extrêmement pauvre avec 3 enfants ou extrêmement riche avec 2 enfants? Oui, parce que je pense au nom de quoi? Aujourd'hui, on peut justifier ça. Au nom de la défense d'une valeur, pour moi, qu'est la famille, et qui ne peut pas être, comment dirais-je, jaugée en fonction du revenu de ceux qui rentrent dans la famille. Pourquoi est-ce que je veux remettre la famille au cœur du projet? C'est aussi pour des raisons de structuration de la société. On parle beaucoup de la difficulté de rétablir l'autorité de l'État, de lutter contre la délinquance, de lutter contre les incivilités. Pour ça, on dit qu'il faut des policiers supplémentaires. Ça réglera rien du tout, des policiers supplémentaires. Il faut d'abord une école qui apprenne les règles de base de la société. Il faut peut-être aider les femmes, les enfants seuls. Et ensuite, il faut des familles, parce que la famille, c'est un lieu très important pour la structuration de la société. Donc moi, je veux, par des décisions dont certaines sont symboliques, renforcer cette valeur familiale. Je reviens sur l'alignement des régimes de retraite. Aligner le régime spécial des cheminots, des gens de la SNCF, ça va quand même être compliqué. Vous avez affûté vos arguments parce que là, ça risque quand même de bloquer sacrément le pays. Je vais poser la question aux Français. Moi, je veux faire un référendum pour poser la question aux Français, pour leur demander s'ils sont d'accord pour inscrire dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux. dont vous parliez à l'instant. Voilà. Et à partir de là, on verra bien quelle est la réponse des Français. Mais ma conviction, c'est qu'une immense majorité de Français souhaitent une vraie égalité des régimes de retraite. Après, ça se fera de façon progressive, bien entendu, mais il n'y a aucune raison aujourd'hui qui justifie. Je suis allé en discuter l'autre jour avec des cheminots. C'est un peu musclé quand même. Oui, bien sûr, c'est musclé, mais il n'y a aucune raison qui justifie, là encore, que en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Finlande, au Danemark, on conduise des trains après 50 ans, ou 52, ou 53 ans, alors qu'en France, on vous explique que c'est physiquement impossible. C'est exactement la même remarque que celle que Madame faisait à l'instant sur le fait de savoir jusqu'à quand on peut enseigner. Je comprends que par rapport à un métier qui est difficile, par rapport à une organisation passée dans notre pays, on puisse être choqué de voir qu'il va falloir enseigner plus longtemps. Mais si on regarde nos voisins, c'est comme ça chez eux depuis toujours. Alors si on regarde nos voisins, les retraités français sont ceux qui ont comparablement le meilleur niveau de vie des Européens. Ils ont à peu près le même niveau de vie que les actifs, alors que c'est 15 à 20%, voire 30 points de moins dans les autres pays. Est-ce que vous allez mettre les retraités à contribution dans les futures réformes des retraites, ce qui n'a jamais été fait, notamment parce qu'ils sont électeurs? Non, j'ai pas de projet dans ce sens. Je considère que les futures réformes sont portées par les actifs. Non, les futures réformes, elles sont portées par les actifs. Les retraités ont quand même un pouvoir d'achat qui est plutôt à la baisse. Et d'ailleurs, les réformes récentes qui ont été faites, notamment le choix des socialistes de ne pas, de pas continuer à augmenter la durée de cotisation, ça se traduit en fait par une baisse des pensions. Le choix qui est fait par une grande partie de la classe politique française, c'est un choix hypocrite qui consiste à dire « je vous promets que vous partirez en retraite plus tôt, mais en réalité, moi je sais que vous n'aurez pas le montant de votre retraite ». Alors, une question de Fabienne qui nous appelle de Paris. Bonjour Fabienne, soyez la bienvenue. Non, Fabienne n'est pas avec nous. Juliette, pardon, Juliette. Bonjour, c'est Juliette. Bonjour Juliette, pardonnez-moi. Posez votre question à François Fillon. Bonjour, je voulais savoir quelle était votre position sur la question du changement climatique. Ah oui, on vous entend peu. Le problème majeur de notre siècle. Bien sûr, ma position sur le changement climatique, c'est qu'il faut mettre le paquet sur la réduction des émissions de CO2. D'ailleurs, la France a pris un engagement dans le cadre de la COP21, dont la France était le leader. Il faut respecter cet engagement. Ce qui est embêtant, c'est que la loi de transition énergétique qui a été votée par le Parlement, qui a été votée par la gauche,
à cause de la position idéologique sur le nucléaire, va conduire en réalité pendant une certaine période à une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Donc moi, ce que je propose, c'est de revenir sur cette loi, de maintenir l'effort sur le nucléaire, c'est-à-dire de maintenir en gros la part du nucléaire dans la production d'énergie électrique, mais par contre, de supprimer quasi totalement la production d'électricité d'origine fossile, en la remplaçant par les énergies renouvelables, par les économies d'énergie, et en investissant beaucoup dans la recherche et dans l'innovation autour de tous les sujets de réseaux intelligents, d'intelligence artificielle, qui vont nous permettre d'avoir une bien meilleure efficacité énergétique. Alors. Je pense que moins on utilisera de gaz, qu'il soit russe ou algérien, mieux ce sera. Après, il y aura une deuxième période, mais là, on n'est pas sur le quinquennat, on est sur des périodes historiques beaucoup plus longues, qui sera quel est l'avenir du nucléaire. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le nucléaire, c'est la seule solution en matière d'énergie. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut être efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique, on ne peut pas baisser brutalement, comme le propose le gouvernement, la part du nucléaire, parce que le nucléaire ne rejette pas de gaz dans l'atmosphère. Il faut supprimer le diesel complètement à terme ? Il faut non seulement supprimer le diesel, mais il va falloir agir aussi sur l'essence, parce que, comme toujours dans nos débats médiatiques, on se fixe sur un seul sujet, un seul débat, et les études récentes montrent que tous les efforts qui ont été faits pour baisser la consommation des moteurs à essence se traduisent par plus de rejets de particules, parce que comme on a fait des moteurs de plus en plus petits, eh bien, ils traitent moins bien les particules. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de moteurs à essence modernes qui rejettent des particules dans l'atmosphère. Donc c'est pas seulement le diesel, c'est à terme aussi la propulsion hydrogène. Moi, je pense que les voitures dans 15 ans ne ressembleront à rien de ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles seront soit électriques, soit à l'hydrogène, soit peut-être encore à d'autres modes de propulsion que je n'imagine pas. Elles seront connectées, elles seront commandées par votre smartphone et elles seront automatiques. Ce qui d'ailleurs pose des sujets en termes d'avenir de l'industrie française et de l'industrie européenne. Est-ce que ces voitures s'appelleront Peugeot ou Google? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Un peu des mais vous voyez, le diesel, c'est un sujet qu'il faut traiter, mais ça va pas être suffisant, quoi. Il va falloir aussi traiter la question des rejets des moteurs à essence. Je suis presque surprise de vous entendre parler d'écologie et d'environnement, parce que finalement, on vous entend quasiment jamais sur ces sujets-là. C'est des sujets un peu secondaires quand même pour vous? Non, c'est pas du tout secondaire pour moi, mais simplement c'est des sujets sur lesquels ma position n'est pas polémique, quoi. Je veux dire, c'est une position raisonnable, sage. Vous êtes mainstream, pas de rupture. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas de rupture à avoir. Je conteste la position du gouvernement actuel qui, en fait, ne croit pas un seul instant à l'efficacité de la politique conduite en matière de réduction du nucléaire, mais le fait uniquement pour des raisons d'accords électoraux. Mais pour le reste, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique ou que l'homme n'a pas d'influence sur le climat. Bien sûr que l'homme a une influence sur le climat. Mais vous considérez que c'est un problème bobo, si vous voulez. Ouais, il ne n'en parle pas parce qu'il considère que les histoires de réchauffement sont des choses un peu bobo. C'est un problème de santé publique, c'est un problème d'avenir de l'humanité, mais qui doit être traité sans idéologie. Voilà. Ce que fait Hidalgo à Paris, c'est bien, supprimer la voiture. Ce qu'elle aurait dû faire, c'est d'ailleurs ce que lui avait proposé Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, c'était de faire une étude, de confier à des vrais experts de santé une étude sur les différentes solutions. Est-ce que la fermeture des voies sur berge, compte tenu des embouteillages qu'elle provoque, n'a pas un effet pervers sur les émissions de gaz dans l'atmosphère? Je n'en sais rien, mais enfin, comme ça, je le pressens, et donc ce serait bien de faire le bilan. Enfin, bon, dommage que Valérie Pécresse vous ait quitté pour la Juppé, finalement. Ah ben voilà, c'est comme ça. Elle avait des bonnes idées, pardon. Karine, une dernière question. Qu'elle a des bonnes idées. Et donc, du coup, tiens, justement, il faut l'agrandir ou pas, cet aéroport Notre-Dame-des-Landes? Bien sûr. Notre-Dame-des-Landes, on fait quoi, là? L'histoire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour moi un symbole de l'impuissance. Moi, président, j'applique la loi. Voilà, j'applique la loi. On ne sait pas quelle est la loi, puisqu'il y a un appel qui est lancé là. Comme par hasard. Peut-être que le tribunal, comme par hasard. Peut-être que la cour d'appel. Ça fait 40 ans que toutes les majorités défendent cet aéroport, de droite comme de gauche. Ça fait 40 ans que tous les élus locaux, maire de Nantes, maire de Saint-Nazaire, élus du département, etc., défendent cet aéroport, qui a vocation à devenir d'ailleurs le grand aéroport de l'Ouest français. Il y a eu plusieurs centaines de recours. Ils ont tous été rejetés par les tribunaux. Il y a eu un référendum un peu baroque décidé par François Hollande qui a été gagné.
Et au moment où on va évacuer le terrain, en principe, il y a tout d'un coup un nouveau recours avec, comme par hasard, un procureur le ministère public qui propose l'arrêt des travaux. Ça sent quand même l'opération montée. La justice est manipulée là. En tout cas, j'ai un vrai doute, parce que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi tous les recours précédents ont été refusés par les tribunaux. Mais les petites grenouilles, elles existaient avant, à ma connaissance. Et donc on évacue de manière un peu musclée s'ils le font, bien sûr. On évacue. Alors, non seulement on évacue de façon musclée, mais enfin on est en présence d'un truc invraisemblable. On a des hors-la-loi qui occupent un territoire de la République, qui contrôlent les identités. J'ai voulu y aller il n'y a pas très longtemps. J'ai pas pu rester plus de 10 minutes avant que ces fous furieux n'arrivent. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont attaqué un fourgon de gendarmerie, ils ont sorti les gendarmes, ils ont brûlé le fourgon, personne ne les poursuit. Mais c'est un comment dirais-je, un symbole de l'impuissance de l'État qui est absolument terrifiant. On va reprendre une autre question au standard de questions politiques. Je crois qu'Ahmed est en ligne avec nous. Bonjour Ahmed, vous nous appelez de Paris. Oui, bonjour. François Fillon vous écoute. Bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Écoutez, moi j'ai une question par rapport un peu, je ne vais pas dire l'organisation de l'islam ou sa réorganisation non plus, mais beaucoup plus, au fin de compte, à l'approche que vous avez menée avec M. Sarkozy pendant votre mandat, et que l'organisation, en fin de compte, que vous avez essayé de mettre en place n'était pas représentative du fait que l'islam... Toutes les données de l'islam n'étaient pas représentées. Il y en a plusieurs. Oui. Hein, il y a l'Afrique du Nord, même en Afrique du Nord, il y a plusieurs islam aussi, parce que entre la Kabylie ou bien... Bon, et Ahmed, quelle est votre question à François Fillon? On a bien compris qu'il y avait effectivement plusieurs composantes dans l'islam de France. Vous dites à François Fillon qu'il n'a pas réussi à les rassembler dans une institution cohérente. Quelle est votre question? Ma question, qu'est-ce qu'il pense si M. Fillon est président de la République, quelles réformes, et puis, disons, les idées de réforme par rapport, en fin de compte, à la problématique que nous avons devant nous, quoi. Pour le restructurer, pour représenter toutes les composantes de l'islam de France. François Fillon vous répond. Bon, c'est incontestable que l'effort qui a été fait de structuration de l'islam à travers le CFCM est un échec ou un semi-échec, parce que la représentativité de cette organisation n'est pas reconnue au fond par l'ensemble des Français musulmans. Donc il faut tirer les enseignements de cet échec et il faut créer une nouvelle structure. En parlant beaucoup avec les responsables musulmans, moi j'arrive à la conclusion que cette structure doit être basée sur la théologie. C'est une structure de religieux, c'est pas une structure politique. Et donc c'est pas une structure qui doit être, dont la légitimité doit être construite sur des bases comme le CFCM, la superficie, enfin le nombre de mosquées, la superficie des mosquées, etc. Elle doit rassembler des théologiens qui doivent pouvoir servir d'intermédiaires, enfin de lieu de dialogue, d'intermédiaire de dialogue entre la République et les fidèles musulmans. Et c'est dans ce sens-là que je veux agir. Mais on efface la présence de pays, en fait, qui est systématiquement et il faut derrière. effacer la présence de pays, c'est fondamental. D'ailleurs, je rappelle que c'est pas un combat dirigé contre le culte musulman. C'est un débat qu'on a eu avec les catholiques, avec les protestants, avec toutes les religions, avec les juifs. Comment faire en sorte qu'il y ait une organisation strictement française du culte musulman, et que cette organisation ne soit pas télécommandée par des pays extérieurs. Ça suppose d'ailleurs, à mon sens, de couper les finances